Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence. Conférence majeure avec 4 personnes qui illustrent bien les évolutions justement de la technologie du paysage audiovisuel francophone. Le titre est Enjeux et défis des directions technologiques, piloter l'avenir des médias. C'est vrai que le secteur de la diffusion est en pleine transformation. Il y a des défis bien évidemment avec le passage vers l'IP, le 2110. On a aussi la nécessité de faire monter en compétence les équipes. Et puis il y a des éléments un peu disrupteurs qui arrivent, comme l'intelligence artificielle. Comment elle est prise en compte, comment elle est utilisée, est-ce qu'elle fait peur, comment elle va prendre sa place aussi dans les workflows. Il y a la concurrence de plateformes, de chaînes non linéaires. Et donc, les diffuseurs traditionnels doivent équilibrer, être des fois un peu sur un fil, funambule, entre les chaînes linéaires, le streaming, cette concurrence et ces enjeux que j'évoquais précédemment. Donc, pour en parler, je vais vous présenter nos 4 intervenants. Je vais commencer par l'extrême droite. Donc, nous avons Frédéric Brochard, donc, du groupe France Télévisions, qui est directeur des technologies et des systèmes d'information. J'espère que les titres sont les bons, sinon il rectifiera. À ses côtés, nous avons Emmanuel Jacqui, qui est directeur ingénierie MAM post-production Playout chez Warner Bros. Discovery Sport. À ses côtés, nous avons Céline Gonfroy de la RTBF, qui est directrice des technologies et de l'exploitation. Et à mes côtés, Mathias Béjanin du groupe M6, qui est directeur des technologies sur l'activité vidéo. M6, bien évidemment, il y a aussi une partie radio avec RTL. Eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première question pour Frédéric. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une euphorie Jeux Olympiques ces derniers mois. Aujourd'hui, l'effet s'estompe, mais il y a malgré tout un passage régulier des évolutions technologiques. Comment on passe de l'un à l'autre, comment on transforme cette euphorie sans perdre ces équipes et en ayant un regard sur le présent et sur le futur. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité. Les Olympiques, évidemment, c'est un moment exceptionnel qu'on ne retrouvera probablement pas dans notre vie. On avait souhaité dès le départ que ce soit au niveau technologique une étape et que ça nous permette d'avancer, de franchir un pas que nous n'avions peut-être pas encore franchi. Et donc sur beaucoup de domaines, ça a été le cas et ça va nous permettre justement de nous lancer sur les années qui viennent. Un peu sans ordre, sans hiérarchie, mais par exemple sur l'IP 2110, tu l'as cité, donc le cœur du nodal de France Télévisions a basculé sur cette technologie, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc c'est vraiment à la faveur des JO qu'on l'a fait. Et ça nous a permis, ce qui n'était pas le cas avant non plus, de lancer deux chaînes en UHD, d'ailleurs France 2 et France 3, France 3 de façon temporaire, mais de façon pérenne France 2, qui a pu être lancée en UHD parce que nous avions passé effectivement le nodal en IP 2110. Donc là, on voit bien que c'est un point de départ. C'est le point de départ à la fois pour l'IP 2110 sur l'ensemble du groupe, puisque petit à petit, les futures régies vont basculer dans cette technologie, et puis le point de départ aussi pour l'UHD. Il y a cet exemple-là, mais on en a beaucoup d'autres. Au niveau de l'IA, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment testé notre capacité à utiliser le speech-to-text, voire à traduire. Tous les contenus qui venaient d'OBS étaient en anglais, que ce soit le scripting des événements ou les interviews des athlètes, tout était en anglais. Donc, on avait mis en place avec de l'IA les traductions en français pour l'ensemble de nos journalistes. Je peux encore donner un autre exemple sur le parcours de la Flamme. La Flamme a été suivie par un système avec une bulle 5G privative, Starlink pour envoyer les signaux, et puis un système TVU après dans le cloud. Donc toutes ces technologies étaient nouvelles pour nous. Starlink, on l'avait déjà utilisé, mais pas à ce point-là. Et donc on voit que les 3 exemples que je donne, ça va être des points de départ pour nous pour travailler différemment. D'ailleurs, je crois qu'il y a une actualité. Vous avez lancé récemment une chaîne avec un sous-titrage automatique sur France Info. Premier retour. On l'a lancé hier. Donc, on était content effectivement de le faire. D'abord, il y avait les élections américaines, donc on s'est calé juste la veille de cette élection pour lancer cette fonctionnalité.
c'est une traduction automatique qui se base sur Whisper, hein, le speech-to-text d'OpenAI, et qui effectivement on avait déjà de la traduction sur cette chaîne, à peu près 6 heures par jour est traduit par des hommes et des femmes qui font ce travail, qui ont un sous-titre d'une qualité inégalable. Pour autant, pour les seuls entendants, le reste du temps, il n'y avait pas, et on n'avait pas les moyens financiers de couvrir en permanence. Et donc, on voit effectivement que l'IA apporte un nouveau service, la capacité pour France Info de sous-titrer en permanence notre chaîne. Et puis, c'est là aussi un départ. Hein. On le fera probablement pour de plus en plus de programmes avec un retour qualitatif. Je vous invite tous à aller regarder France Info. Vous verrez que la qualité est bluffante. Ok. On parlera dans cette conférence d'hybridation de technologies. Vous, Céline Gonfroy, vous avez fait plutôt un choix plus radical, puisque il y a un gros projet donc, de déménagement de la RTBF. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter justement ce qui a été fait, un peu les choix techniques et le pourquoi de ces choix techniques? Alors, on a un projet qui est en train de se finaliser, qui est au niveau de la construction. Donc, on a un bâtiment qui s'appelle Media Square, pour lequel nous allons commencer l'intégration technologique. L'avantage, comme je dis, c'est de repartir from scratch, qu'on a décidé de ne pas, en tout cas au niveau de la production, de ne pas déménager nos équipements actuels, mais d'innover et d'amener de nouvelles technologies. On a fait le choix de faire un bâtiment full IP et full software, donc se limiter aussi au niveau du hardware. La difficulté, c'était au moment du bâtiment, je dis dans les débuts des années 2020, c'était de choisir la norme 2110. Ce qui semble évident aujourd'hui pour tout le monde, mais pour nous, ce n'était pas le choix qui était en termes de normes, de recommandations. Et donc, le bâtiment ne sera pas hybride, donc on sera uniquement en IP. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on devra quand même prévoir l'interconnexion avec nos autres sites de production. On a aussi des quarts de production en full IP. Et donc, par rapport à ça, ce qui est important aussi, c'est pas seulement un choix technologique, c'est l'embarquement des équipes dans ces choix. C'est les formations, c'est les accompagnements au changement, c'est des fonctions qui vont changer, que ce soit des fonctions de support, les fonctions au niveau des utilisateurs. Et donc, on travaille énormément que chaque choix technologique soit vraiment accompagné avec du change management au niveau de la gestion de projet pour bien embarquer l'ensemble du personnel de la RTBF dans ce bâtiment, je dirais, fin 25, début 26. Voilà. Et ça sera quoi le portrait robot d'une salle ou d'une régie de nouvelle génération? Alors, les nouvelles régies de Media Square, c'est un projet que nous avons tout d'abord développé sous forme de proof of concept au sein de la RTBF en termes d'innovation. C'est une régie qui est complètement virtualisée, où on a dissocié le software du hardware. Aujourd'hui, ce projet de régie qui s'appelle la Flexible Control Room est développé par la société Evest, une société belge mais reconnue au niveau, international. Et c'est une régie qui sera multimédia. Donc, il y aura des softs, évidemment, qui seront peut-être plus adaptés à la vidéo, à l'audio, à la radio ou au digital. Mais en tout cas, le poste de travail sera complètement universel. Et à partir de chaque poste de travail, on pourra autant faire du mixing audio, vidéo, du graphisme, de la publication, de la distribution. Et donc vraiment l'idée, c'est d'intégrer l'ensemble des softs, virtualiser l'ensemble des softs dans cette régie pour répondre, à l'évolution du média. Et de nouveau avec un fort accompagnement du changement, parce qu'il n'y aura plus un poste, un métier. Je suis mixeur vidéo, j'ai mon poste. Je suis mixeur audio, je suis graphiste. L'ensemble des postes seront universels et adaptés en fonction du produit qu'on veut faire, en fonction de l'émission qu'on veut faire, sur quelle plateforme et comment on veut la distribuer. Emmanuel Jacqui, vous avez commencé votre évolution il y a déjà quelques années pour être prêt pour les JO. Qu'est-ce qui a concouru justement aussi à cette évolution? Quels étaient les choix et les demandes nécessaires?
Alors c'est vrai que nous, on a initié ce projet un peu similaire au vôtre, mais en 2018. Il y avait vraiment des technologies qui étaient vraiment en cours de développement, notamment le 2110 on a travaillé sur la norme 2110 avec l'AMOA, donc on a pu définir ensemble aussi les besoins et définir et travailler avec les vendeurs notamment. Donc il y a eu quelques projets d'innovation autour du 2110, mais aussi autour du passage en software, comme on disait, avec de la virtualisation, mais aussi du microservice pour beaucoup des outils. Ça a été un peu un long chemin, il faut l'avouer, un travail avec nos partenaires pour en arriver là. On était aussi en plein milieu du Covid, donc ça n'a pas été forcément facile, mais on a pu voir l'évolution, nous, entre les JO de Tokyo et les JO de Paris. On avait commencé sur cette plateforme sur les JO de Tokyo où on était encore sur des problèmes de stabilité, de définition des métiers aussi, puisque comme on disait, effectivement, ça a amené à changer beaucoup les métiers. On était encore un peu entre deux pendant les JO de Tokyo. Et du coup, après, voilà, les nouveaux outils amènent des nouveaux métiers. On a travaillé sur la formation, sur l'accompagnement au changement. Et ça nous a permis, pour les JO de Paris, d'avoir une plateforme relativement stable, on peut dire. Ce que je disais tout à l'heure, nos équipes de support se sont presque ennuyées pendant les jeux. Et je ne le dis pas trop fort, mais c'était vraiment C'est enregistré, je suis désolé. Mince. Mais en tout cas, c'était aussi un des souhaits, c'était de se dire, on souhaite que vraiment les équipes de support s'ennuient. C'était aussi la preuve que le projet qui était très innovant au départ est payant. Et donc, ça a permis énormément de flexibilité pendant les Jeux Olympiques. Ce projet où on a pu avoir tous les pays qui travaillent sur cette même plateforme, pouvoir échanger, beaucoup de flexibilité et travailler notamment avec les équipes américaines chez nous qui vont faire du montage en parallèle des équipes en Europe et tout ça sans ajout technique de notre part pour les JO. Est-ce qu'avec une autre architecture, avec une architecture hybride ou SDI, on aurait pu le faire? Si là on avait mis, il aurait fallu quoi? Plus de moyens humains, plus de moyens techniques, ou c'était pas du tout faisable? Je pense que par rapport à la dimension d'Eurosport aujourd'hui, sur cette échelle internationale, on n'aurait jamais pu arriver au même niveau de flexibilité et aussi en termes de coûts. Il faut savoir que là, effectivement, on peut augmenter la charge juste pour une période très courte, sur 3 semaines de Jeux Olympiques, où on peut rajouter de la capacité grâce aux installations dans le cloud. Évidemment non, et notamment je pense à mes collègues qui travaillent sur la partie audio, puisque Eurosport diffuse avec du multi-audio, on va dire une vingtaine de langues à peu près sur la partie linéaire. La complexité fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a pu mettre en place avec les commentaires à travers toute l'Europe n'aurait pas été possible de la même manière sur les vieilles architectures qu'on avait jusque-là. Mathias, alors vous pour le moment vous êtes justement sur le modèle dit hybride avec un SDI, une volonté d'aller vers l'IP malgré tout. Où est-ce que vous êtes au niveau de votre progression Oui, alors l'IP, on a déjà un petit peu de recul dessus puisqu'on a commencé à y réfléchir, à réfléchir à cette technologie en 2018, au moment où on a lancé le projet de renouvellement de notre régie finale qui était en fin de vie à cette époque-là. Donc on a choisi une architecture 2110 pour la régie finale qui a été déployée pour partir en 2 temps, une première partie des chaînes en 2019 et puis la suite, il y a eu le confinement, donc la suite, le projet s'est terminé en 2020 juste après le confinement. Alors effectivement on est encore hybride puisque tout ce qui rentre et ce qui sort de la régie finale est encore en SDI, donc nos extérieurs sont SDI. Nos sorties sont SDI puisque les têtes de réseau derrière sont encore en technologie SDI. Par contre, à l'intérieur, c'est full 2110. Ça a pris un petit peu de temps. Il y avait certains équipements comme l'habillage graphique, par exemple, qui étaient encore SDI au moment où on a fait le choix de partir sur notre régie finale.
Et puis, on a travaillé avec les fournisseurs pour faire évoluer leurs produits et basculer sur du full 2110. Je crois qu'aujourd'hui, il nous reste les traitements audio qui sont encore en SDI. Alors, c'est pas parce que les produits n'existent pas, mais c'est aussi parce que on les a pas achetés encore. Ça, c'est un peu des histoires de cycle d'investissement. Quand nos équipements actuels sont en fin de vie, on basculera sur les nouveaux qui sont 2110. Voilà, donc on reste hybride avec des gateways d'entrée-sortie. Mais c'est un modèle qui fonctionne très bien et qui nous permet donc d'aller graduellement dans le déploiement des nouveaux équipements au fur et à mesure de leur sortie et de bénéficier du 2110, de la souplesse du 2110 pour déployer facilement des nouveaux slots de diffusion, des nouvelles chaînes, comme ça a pu être le cas pour la chaîne Ultra HD qu'on a faite sur l'Euro en juin 2024, qu'on a déployé très facilement grâce à cette technologie. Justement, là, vous parlez de l'UHD. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une stratégie, ça reste événementiel? Quelle est la philosophie par rapport à la 4K UHD? Jusqu'à présent, ça a été très événementiel. On a commencé l'UHD en 2016 avec l'Euro, qui a été diffusé sur certains FAI. Alors, à l'époque, c'était Orange et Bouygues Télécom. Ça a poursuivi sur les grands événements sportifs, donc principalement Euro, Coupe du Monde de rugby. Et puis là, on est allé un petit cran plus loin en 2024, puisqu'on a fait l'expérimentation de diffuser un signal, alors non pas UHD, mais 1080p HDR sur la TNT. Donc ça, c'était une expérience qu'on souhaitait faire, parce qu'on souhaite faire la promotion de ce format, le 1080p HDR, qui est une sorte d'intermédiaire entre le 1080i, c'est-à-dire la HD classique, et le Full HD tel qu'il a pu être diffusé précédemment ou par France Télévisions sur les JO, et qui nous semble être un format qui est un excellent compromis de qualité et de facilité de déploiement. C'est-à-dire que l'UHD, c'est un format qui nécessite une refonte complète des infrastructures, qui nécessite des investissements très très lourds, à la fois pour les capacités de production, de diffusion, et puis pour la distribution technique du signal. Il faut quand même une bande passante extrêmement élevée pour diffuser de l'Ultra HD. On estime qu'avec le 1080p, on a une qualité qui est très proche de l'Ultra HD. Enfin, 1080p HDR, attention. On a une qualité très proche de l'Ultra HD sans en avoir ces inconvénients-là. Et donc, voilà, nous, c'est un petit peu notre objectif, c'est de faire du 1080p HDR sur la TNT. Et évidemment, pour les FAI qui continuent à le demander, on fournira de l'UHD tant qu'il y aura de l'UHD en source, comme par exemple pour la Coupe du Monde 2026 à venir. Mais voilà, on adaptera nos formats de diffusion en fonction du vecteur de diffusion et de notre capacité à produire. Frédéric, vous avez justement aussi, c'est plus qu'un test, vous avez lancé des chaînes à UHD pour les JO. Quel est le retour? Est-ce qu'il y a une volonté de continuer cette expérience? Oui, on a lancé effectivement en UHD France 2 à la fois sur la TNT et sur les FAI. Les retours qu'on a eus sont évidemment bons. Hein. Vous lancez une chaîne de meilleure qualité. On a des très bons retours des téléspectateurs. Cette chaîne France 2 UHD, elle est pérenne et ça nous permettra petit à petit de mettre de plus en plus de contenu UHD natif. Au niveau des JO, évidemment, le signal qu'on recevait de BS était en UHD. Pour le reste, on est pour l'essentiel en upscale, même si là, dans quelques semaines, l'inauguration de la réouverture de Notre-Dame sera en UHD également. Mais on reste sur l'événementiel, mais on espère évidemment au fur et à mesure avoir de plus en plus d'UHD natif. En ce qui concerne la TNT, ça pose forcément une question pour France Télévisions. Il était important pour nous de lancer un TNT pour tous les Français pour qu'ils aient la chance de regarder ces Jeux Olympiques en UHD sur France Télévisions. Maintenant, le coût de ce réseau, tant que nous serons les seuls, pose question. Donc on devra effectivement, avec les autres acteurs du paysage audiovisuel français et l'ARCOM, réfléchir un peu à quel doit être l'avenir de la TNT. Si on parle un peu stratégie, je poserai la question à plusieurs, mais
c'est quoi les priorités je dirais, technologiques pour les chaînes de télé dans les prochaines années et comment ça drive, comment ça influence votre stratégie d'investissement? Pour France Télévisions? Ouais. On a déjà parlé de l'IP2110 et de l'UHD, donc je ne vais pas revenir dessus. On a aussi un peu évoqué les moyens de transmission qui vont être en rupture avec Starlink. On sait qu'Amazon prépare Kuiper, qui serait aussi un service concurrent de Starlink. Donc on voit que ces deux technologies vont durablement changer la façon dont on fait les transmissions. Et puis j'ai vu dans les conférences qui sont organisées par le SATIS, beaucoup de conférences sur l'IA. Et bien évidemment, l'IA va être un grand enjeu. Sur les dernières années à France Télévisions, on a beaucoup changé les systèmes d'information, que ce soit pour l'antenne, les programmes, l'information. On arrive à peu près à la fin de ces transformations. Ces nouveaux SI vont nous permettre d'accéder facilement aux data. Et à partir de la data, on va pouvoir de plus en plus faire des projets d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un des enjeux majeurs. On voit bien que il est difficile, je pense, pour tout le monde de voir exactement dans quelle mesure l'IA va changer les métiers, mais ce qui est une certitude, c'est que ça va les changer. Cécile, même question? Je ne vais pas répéter en tout cas ce que j'ai déjà entendu. La différence chez nous, c'est qu'on est multiplateforme, on est radio, TV, mais aussi on a une plateforme digitale qui s'appelle Ovio, sur laquelle on diffuse l'ensemble de nos contenus, que ce soit en live, en podcast, en VOD, en payant. Et donc, c'est vraiment d'avoir cette convergence de l'ensemble des technologies et de nos contenus pour pouvoir les diffuser sur toutes les plateformes en fonction de nos publics. Au niveau du choix de format, on est plus à privilégier dans le nouveau bâtiment le HDR et pas l'UHD, donc d'aller vraiment vers le HDR de manière progressive en commençant par la diffusion et en upscale, ce qu'on n'aura pas en HDR, et avoir des îlots de production au niveau HDR au 4K, peut-être plus pour diffuser justement sur nos plateformes digitales. La data au centre de la stratégie, évidemment, parce qu'on parle beaucoup de data, mais il faut d'abord enrichir nos contenus, indexation automatique de nos contenus pour pouvoir utiliser au mieux la data et l'intelligence artificielle. Et pour moi, on a toujours une petite lumière rouge, c'est la sécurité, c'est la cybersécurité. Et là, on peut faire ce qu'on veut. On nous demande d'être de plus en plus ouvert, que tout le monde puisse avoir accès au système d'information, que pouvoir faire du montage, accès à nos contenus. Et c'est de pouvoir aussi protéger nos contenus et assurer l'accessibilité des contenus à l'ensemble des équipes sans se faire hacker et avoir cette continuité de service pour nos publics. Et Emmanuel, par rapport à l'IA, est-ce que vous avez aujourd'hui déjà testé, utilisé, et quels sont un peu les défis pour cette intégration de l'IA dans les workflows? Alors nous, pendant les Jeux Olympiques, on a travaillé sur plusieurs éléments autour de l'IA. Je vais parler plus d'une partie qu'on parle un petit peu moins chez les fournisseurs. C'est l'intelligence artificielle plus au côté ingénierie. Avec les plateformes qu'on a aujourd'hui, on a pu constater une grosse complexité technique qui mélange beaucoup de métiers et beaucoup de besoins de compréhension sur les logs des différents systèmes. Et aujourd'hui, quand on a un incident sur une plateforme, parce que ça arrive encore, pour comprendre d'où vient le problème, ça devient vraiment une enquête qui peut prendre un certain temps pour aller analyser tous les logs. Et du coup, on a, alors je dirais plus machine learning plutôt que de l'intelligence artificielle. On a travaillé pour effectivement nous aider sur notre plateforme à analyser tous les différents points pour essayer de trouver, quand on a un incident, l'origine et essayer de nous orienter. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mis en production pendant les Jeux Olympiques qui nous a bien aidé, puisque justement, on a eu à un moment donné un début d'incident et nos alertes nous ont permis d'identifier tout de suite d'où venait la problématique, pouvoir redémarrer le service en question en amont, puisque on peut avoir très vite des effets en cascade sur des technologies cloud qui sont peu maîtrisables. Après, en dehors de ça, il y a la partie effectivement qui est peut-être plus de l'ordre éditorial. Alors, je sais que ça peut faire peur parfois. On dit « Ah oui, ça va remplacer les métiers ». Moi, j'ai posé la question à ChatGPT. Je lui ai demandé est-ce qu'on doit avoir peur de l'intelligence artificielle ? La réponse de ChatGPT, c'est
je ne suis pas doté de ce genre d'émotion pour pouvoir répondre. Et ben voilà, peut-être la différence, elle est là, c'est qu'effectivement, c'est des outils techniques, mais ce pas des outils qui vont me permettre d'enrichir la partie, de remplacer l'humain pour faire de l'éditorial. Ouais. Donc c'est plutôt voilà, un accompagnement, mais c'est trouver aussi voilà, le juste milieu entre qu'est-ce qui va permettre d'aider un monteur, par exemple. Est-ce que ça va aussi être financièrement intéressant? Parce que l'intelligence artificielle a un coût dans beaucoup de cas. Et donc, on essaie de trouver voilà, des use cases intéressants. On peut avoir, on parlait des sous-titres, des outils de traduction. Eurosport travaille avec 20 langues, comme je disais. Et voilà, pour nous, c'est important de toute cette partie audio où l'intelligence artificielle va nous aider à repérer les langues, permettre de vérifier qu'on diffuse les bonnes langues au bon endroit. Voilà, on a plusieurs études autour de ça et on est toujours très ouvert sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour nous aider, pour voilà, continuer à se développer. Et Mathias, on a tout de votre réflexion sur l'IA? Alors l'IA, il y a beaucoup de POC en cours et même de choses qui sont passées en production. Donc on est, au niveau des POC, on travaille sur l'anonymisation des voix, sur le floutage automatique. On fait des tests sur des avatars, par exemple, pour faire une météo. On va tester la génération de vidéos, la génération d'audio, le clonage de voix, par exemple, pour la radio. Ça, c'est des choses qui sont vraiment à l'étude. Donc ça, c'est plus pour les choses un peu prospectives. Ce qui est en production déjà, et puis depuis quelques années, c'est le transcript automatique pour faire de l'aide au dérush, permettre, par exemple, une interview, on va faire un transcript, et puis après faire des recherches très simples par mots-clés dans un texte. C'est tout ce qui permet de transformer de l'audio, de la vidéo ou des images en texte, et de manière à pouvoir faire des recherches plus facilement dessus. Donc ça, c'est en production. Après, sur le côté éditorial, il y a plusieurs niveaux d'exposition, on va dire, sur l'éditorial. Il y a des choses qu'on peut tout à fait confier à l'intelligence artificielle, comme par exemple la programmation d'une chaîne FAST. On prend peu de risques, on va dire, à faire une programmation automatique d'une chaîne de ce type. Par contre, il y a un domaine qui est quand même assez sensible, c'est celui de l'info. Et là, sur l'info, on a, comme de nombreux médias d'ailleurs, défini une charte d'utilisation de l'IA pour les journalistes, qui est en vigueur depuis à peu près 1 an, qui en substance dit que voilà, aucun contenu ne peut être publié généré par de l'intelligence artificielle sans une vérification humaine. Donc voilà, ça c'est quand même hyper important parce que c'est dans notre qualité d'info, il est hors de question de faire de la fake news et de relayer de fausses informations. Donc voilà pour l'intelligence artificielle. Sur l'IA, si je peux rajouter une chose, il y a l'IA qui va nous aider à mieux travailler sur la programmation, sur d'autres sujets, sur les sous-titrages, mais un sujet qui nous intéresse de plus en plus, c'est évidemment, il y a beaucoup d'informations dans le groupe France Télévisions. Et donc, comment certifier cette information? On vient de vivre des élections américaines, on a vu à quel point il était important de savoir si une information est vraie ou pas, et notamment si elle a été générée par l'IA ou pas. Et donc, on est actif autour du consortium C2PA, qui va permettre sur des images de mettre un tag, un manifeste, pour prendre leur vocabulaire, qui certifiera que cette image est vraie, qui sera capable de dire sa source, où est-ce qu'elle a été faite. Et donc je pense que c'est un des grands enjeux de l'IA en termes de véracité de l'information, eh bien, c'est qu'on soit tous concernés par vérifier les sources et donc mettre sur les images, entre autres, des tags qu'on ne pourrait pas violer. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Cécile. Je rebondis sur la sécurité. Comme on sait que beaucoup de chaînes ont été attaquées, continueront à être attaquées. Au sein du groupe France Télévisions, comment vous vous organisez par rapport à ça, et surtout après pour une évolution qui sera full IP? En y mettant des moyens,
C'est-à-dire qu'effectivement, la cybersécurité a eu un budget qui a augmenté ces dernières années. Il était évidemment, vu l'enjeu que nous avions sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, extrêmement important qu'on soit bien protégé. Ça a été le cas puisque nous n'avons pas été attaqués. Enfin, il y a eu des tentatives. Toujours peur quand je parle de ce sujet parce que je sais que mon responsable de la cybersécurité me dit ne dis rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est à la fois qu'on met des moyens et puis nous, c'est un peu particulier puisque étant une société publique, on travaille main dans la main avec l'ANSSI qui nous aide beaucoup aussi pour cerner ces sujets-là. Ok. Moi, j'allais répéter la même chose que Frédéric. Moi, je dis toujours, vivons heureux, vivons cachés. Et donc, moins on parle quelque part de ce qu'on met en place, moins les hackers potentiels viendront voir si on peut tester et passer à travers. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel nous, on communique très peu. Voilà. Emmanuel, est-ce que tu communiques sur... Alors, nous, c'est un sujet quotidien, sécurité, dans le groupe Warner Bros. Discovery. Il y a des grosses équipes qui sont vraiment en charge de la sécurité et qui, en interne, viennent attaquer nos plateformes en permanence en nous disant là, il faut agir à cet endroit. Et dans nos équipes, c'est devenu quelque chose au quotidien où on doit travailler sur la sécurité, sur les patchs. À chaque fois qu'on pense à une nouvelle infrastructure, la première chose, c'est sécurité. Comment s'assurer que notre plateforme, dès le début, en fait, dès la partie test, est installée sur une sécurité parce qu'on sait très bien qu'on va installer parfois une petite installation, on va dire, c'est pour une semaine et 3 ans plus tard, elle est toujours là et il y a un gros business qui s'est créé autour. Donc, c'est très important de réfléchir à ça dès le début. Aujourd'hui, les entités chez nous qui gèrent la sécurité scrutent vraiment en permanence. Dès l'instant, on va connecter à un PC, on va être tout de suite alerté. Voilà. Et la sécurité, c'est un peu informatique. C'est au même niveau que sur la sécurité d'un bâtiment. Aujourd'hui, c'est s'assurer qu'on a, on a la même qualité de sécurité informatique que pour rentrer dans son bâtiment physique. Mathias, est-ce qu'il faut avoir été attaqué une fois pour savoir comment répondre? Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas, nous, on l'a été. En 2019, on a eu une cyberattaque assez sévère, assez rude, et où tout notre parc bureautique est tombé par terre. Et malgré ça, heureusement, on n'a pas eu d'interruption de la diffusion ni en télé ni en radio. Alors, on a eu de la chance parce que quelques années auparavant, il y avait eu TV5 Monde qui avait un peu éveillé les consciences chez tout le monde. Et on avait déjà commencé à mettre en œuvre la séparation des réseaux bureautiques et techniques et à se blinder progressivement sur notre système d'information. Mais ça a quand même été un déclencheur de nombreux projets par la suite où on a renouvelé entièrement notre parc bureautique. On a renouvelé nos Active Directory avec l'aide de l'ANSSI sur un modèle tiering qui est assez complexe à maintenir. On a renforcé nos équipes sécurité. Donc, peu à peu, on a recruté des gens qui font de la sécurité opérationnelle, qui font de l'administration d'Active Directory, etc. Jusqu'à avoir des équipes finalement qui permettent de faire face à cette montée en charge de la sécurité dans nos projets. Et aujourd'hui, oui, c'est une préoccupation quotidienne pour les équipes d'exploitation, pour les équipes d'ingénierie, puisque la composante sécurité, elle est vraiment obligatoire dès le début dans un projet d'ingénierie audiovisuelle. Et on a encore des choses, on a encore des progrès à faire, hein, notamment la mise à jour des patchs, qui est une tâche extrêmement lourde. En théorie, si on devait suivre les recommandations Microsoft, on devrait faire des upgrades, des patchings tous les mois. Faire des patchings tous les mois sur des systèmes audiovisuels en production, c'est très lourd parce qu'on n'est jamais sûr après un patching que tout va bien fonctionner. Donc, il faut faire des tests préalables. Enfin, bref, il faut des ressources. Il faut des ressources importantes pour faire ça. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas, on s'expose à des incompatibilités entre les Active Directory, les stations de travail. Ça nous est arrivé récemment, donc j'en parle en connaissance de cause. On a eu un petit bug alors qui n'a pas eu de conséquences, mais qui aurait pu, parce qu'on avait fait une upgrade sur un Active Directory sans avoir patché les stations de travail
préalablement. Donc il y avait une différence de niveau qui ne permettait pas de continuer à fonctionner. Voilà, ça nous fait rentrer dans des réflexions vraiment compliquées parce que il faut mettre en place des processus qui permettent de tester en permanence et de suivre ces recommandations Microsoft ou autres, les éditeurs divers, que ce soit des éditeurs d'antivirus, d'EDR, etc. On a besoin de faire évoluer notre système d'information en permanence pour être en ligne avec les préconisations de sécurité. Cécile, si on parle un peu de l'humain et justement des équipes, comment les directions technologiques aujourd'hui, comment vous gérez la montée en compétences des équipes, parce que ça va être une vraie rupture technologique. Quel est votre plan de formation? Alors, est-ce qu'il y a une crainte, une appréhension des équipes, ou au contraire, elles sont heureuses de changer un peu d'outils et de méthodes? Alors, je dirais que 80% des personnes sont embarquées dans le projet, ont envie de changer. Comme je dis, le train passe et on est sur le quai, on a envie de le prendre. Il y en a d'autres qui ça prend un peu plus de temps. Souvent, on explique dans la gestion du changement en termes de communication, il faut répéter 7 fois le changement pour que ça soit absorbé par la personne. Nous, on a créé au sein de la RTBF, avec la direction des ressources humaines, une RTBF Academy. C'est une école de formation avec des formations sur site, des formations en ligne, des formations adaptées en fonction de la technologie, mais aussi des profils de nos personnes, parce que souvent, on ne trouve pas toujours sur le marché la formation qu'on souhaite mettre dans nos équipes. On travaille aussi très fort sur la cascade de formation, donc on forme les experts et puis les super utilisateurs qui ensuite sont formés par les sociétés ou par d'autres formateurs qui, eux, forment les équipes. Donc voilà, donc pour moi, le plus important, c'est d'abord expliquer le changement, informer, avoir un storytelling, avoir une histoire, expliquer pourquoi on change et pas pour le plaisir de changer, vraiment avoir le storytelling du changement et des évolutions technologiques, communiquer, être présent aussi. Moi, souvent, je suis sponsor des projets de changement technologique. C'est rencontrer les équipes, les écouter et ensuite, et comme je dis, adapter les plans de formation en fonction des besoins et des évolutions. Et aussi avoir des formations qui sont le plus proches possible aussi du changement. Ça ne sert à rien de former 1 an et demi à l'avance quand on sait qu'on va rentrer dans notre nouveau bâtiment dans 1 an. Donc il y a des gens qui sont formés parce qu'ils vont installer cette technologie, mais les utilisateurs, on les forme de manière progressive. Et aussi, comme les technologies évoluent souvent, c'est une formation continue. Donc à tout moment, il y a besoin d'une remise à niveau, d'expliquer les changements d'outils et de former l'ensemble des équipes. Frédéric, justement, comment France Télévisions intègre les nouvelles compétences dans les équipes tout en assurant la continuité des opérations? Le changement vers l'IT est quand même pas quelque chose de nouveau, hein, pour nous tous, hein. Ça fait longtemps qu'on ne monte plus avec des Betacam. Donc c'est quand même un mouvement continu depuis plus de 15 ans. Donc, et ça fait donc plus de 15 ans que petit à petit, effectivement, nous devons former nos équipes vers ces nouvelles technologies. l'IP2110 fait tomber un des derniers maillons. Mais je dirais que c'est la continuité de ce que nous faisions déjà, c'est-à-dire effectivement la formation des équipes vers ces nouvelles technologies. Question aussi un peu pas similaire, mais autour de la responsabilité et de l'éco-responsabilité. Est-ce que là aussi, vous avez des enjeux en termes d'écologie, puisque vous allez évoluer, vous aussi, Cécile, avec des data centers. Comment ça c'est pris en compte est-ce que c'est pris en compte dans les réflexions lorsqu'on fait des évolutions technologiques ou pas du tout? Oui, il y a au moins trois réponses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que dans tous les appels d'offres, maintenant, on demande à la fois des questions cyber, parce qu'on en parlait plus tôt, mais aussi des questions effectivement écologiques. La deuxième chose, c'est qu'on vient de signer des data centers externes pour France Télévisions. Et une des raisons pour lesquelles on a signé avec des data centers externes, c'est qu'il y avait un savoir-faire en termes d'écologie que nous n'avions pas.
Et le ratio, vous savez, c'est le PUE. Voilà, je cherchais l'acronyme. Le PUE que nous avons, donc les deux partenaires que nous avons, c'est Data4 et ETZ, ont des PUE très bas, très très loin de ce que nous faisions en interne dans nos data centers. Ils vont chercher de l'énergie directement chez des producteurs écologiques qui produisent avec du solaire ou avec de l'éolien, ont tout un savoir-faire évidemment que nous n'avons pas. Et donc ça, c'est la deuxième réponse. Et la troisième, et je trouve le sujet intéressant justement en articulation avec la cyber, c'est comment on va arbitrer, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus finalement un arbitrage entre les deux. C'est-à-dire que la cyber nous demande de changer les systèmes le plus souvent possible, pour être le plus à jour possible en termes de failles de sécurité. Mais cette injonction vient un peu en opposition avec des questions écologiques qui nous demanderaient au contraire de faire vivre les systèmes plus longtemps pour évidemment avoir moins d'impact. Donc ça, c'est un sujet qui émerge maintenant en France Télévisions et on va devoir se poser des questions, je pense, un peu différemment. Alors au niveau de la RTBF, d'abord on a un chantier, on va dire RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui est beaucoup plus large que, je vais dire, l'écologie. Nous, au niveau des technologies, on va prendre l'axe qu'on a appelé sobriété numérique. Alors je rejoins Frédéric, dans tous nos cahiers des charges aujourd'hui, nos appels d'offres, dans notre grille d'évaluation, il y a un critère par rapport justement à ce critère sobriété numérique. Ce n'est pas encore un critère d'exclusion et rédhibitoire, comme on appelle ça, pour nos fournisseurs. Ce sont des points. Donc voilà, mais ça va venir à un moment donné, ces critères seront de plus en plus importants dans nos marchés. On travaille aussi sur le cycle de vie des équipements. Donc que ce soit au niveau des PC bureautiques, on n'est plus à faire un rollout systématique du parc informatique ou de nos serveurs. On est plus sur la réparabilité. On travaille avec une société belge qui les récupère, qui les reformate et qui peut les réutiliser. Donc voilà, sur l'ensemble des équipements, on est super attentif aussi sur le niveau de consommation de nos équipements, parce que c'est là-dessus qu'on peut jouer. On a travaillé aussi sur l'éco-conception de nos sites. Donc on a un site, comme je disais, on a notre plateforme Ovio et notre site rtbf.be Actu. Et donc là, on a formé les développeurs à la manière de coder et de concevoir les sites. Et donc on a un éco-score sur nos sites. Donc voilà, donc ce sont vraiment des actions récurrentes dans les équipes, avec de nouveau des plans de formation. On a fait aussi un plan de formation à la fresque du numérique. Donc voilà, c'est un point d'attention globalement dans l'ensemble des projets. C'est quelle est notre contribution à la sobriété numérique avec des actions concrètes. Mais le bâtiment, au départ, on annonçait qu'il serait no carbone, et je n'arrête pas de dire qu'il sera low carbone. C'est impossible avec la consommation aujourd'hui des équipements qu'on va mettre dans le bâtiment qui soient complètement autonomes. Chez M6, c'est le sujet aussi que vous regardez ? Oui, bien sûr. Oui. On a une direction de l'engagement avec laquelle on travaille régulièrement pour calculer notre empreinte carbone, mais au niveau du groupe, et selon les préconisations du gouvernement, avec les différentes catégories de consommation, scope 1, scope 2, scope 3, etc. Alors pour ce qui est de la technologie, ça concerne les parcs bureautiques, bien sûr, mais aussi donc, la production audiovisuelle et la diffusion, puisque la diffusion est quand même très consommatrice d'électricité, que ce soit la diffusion terrestre ou la diffusion non linéaire également. Voilà, donc on fait ce bilan tous les ans et puis on se donne une trajectoire de réduction pour se donner des objectifs de réduction de cette consommation carbone. Aujourd'hui, vous avez à la fois des offres linéaires, non linéaires et des plateformes. Comment on concilie les deux ? À quel niveau concilier, tu veux dire ? En termes à la fois technologie, bon, moins éditorial, c'est pas peut-être votre rôle d'en parler, mais sur la technologie, est-ce qu'il y a des moyens communs ? Ça reste des entités séparées, comme on pouvait le connaître dans les rédactions, avec le 20h ou le 13h, et puis les plateformes faites par d'autres journalistes. Non, les journalistes travaillent à la fois sur le linéaire et le non linéaire, donc c'est vraiment
Là, si je prends l'exemple de la radio, ce sont les mêmes journalistes qui font leur son à l'antenne et qui écrivent les papiers sur le site rtl.fr. Donc là, et idem en télévision. Donc là-dessus, il y a vraiment une convergence complète à la fois des personnels et des outils. Pareil pour tous, c'est des... Alors, nous, on a, je veux dire, au niveau des technologies, on a commencé à converger, je dirais, dans le 2015-2016. Et on a fait une transformation de l'entreprise en 2018, transformation importante, où on n'a plus de direction TV, direction radio, mais une direction médias et contenu. Et donc, l'éditorial s'est complètement transformé, où on y travaille sous forme d'abord, quel est le concept et ce concept, comment je le diffuse, sur quelle plateforme. Voilà. J'ai un concept d'un produit et puis j'en fais une émission radio, un podcast, un produit marketing, une émission TV et pour quel public. Donc on a aussi transformé par rapport au public qu'on voulait atteindre. Et nous, on a une direction complètement transversale et convergente. On a convergé l'ensemble des technologies et des ressources. Donc je n'ai plus de support TV, support radio, digital. C'est vraiment d'une manière transversale pour répondre aux besoins business en fonction de l'évolution et des produits qu'on diffuse sur toutes les plateformes. Et ça nous arrive aujourd'hui de mettre la priorité sur notre plateforme Ovio lorsqu'on a beaucoup de live pendant les Jeux Olympiques, justement, ou l'Euro, au détriment du linéaire. Et donc ça, c'est aussi un mindset dans les équipes parce que ça reste quand même le journal de 13h, 19h30, ça reste les grands messes, les grands paquebots. Et à un moment donné, si j'ai un incident à ce moment-là sur une plateforme, qu'est-ce qui prime par rapport au linéaire? Et donc, on est en train d'inverser cette tendance-là aussi dans l'entreprise. Je sais pas si tu veux répondre. Hein. Alors nous, sur le projet qu'on avait mis en place en 2018, l'idée c'était effectivement que ces plateformes soient centralisées pour nous et qu'elles soient à la fois utiles pour la partie linéaire et digitale. Avec les changements des métiers autour de cette nouvelle plateforme, on a des opérateurs qui aujourd'hui vont travailler à la fois pour les plateformes digitales et linéaires en même temps. On a essayé de minimiser les actions et de dire, voilà, par exemple, si on va créer la segmentation pour les chaînes linéaires sur certains programmes pour les rediffusions, on va utiliser cette segmentation également pour nos plateformes digitales. Les outils de Playout, par exemple, aujourd'hui, on a des outils qui sont un peu différents en termes d'interface, mais sur le back-end, c'est les mêmes outils qui vont nous permettre de gérer de diffusion linéaire et digitale. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs avec, aujourd'hui on le voit, cela je parle effectivement de la partie back-end du côté de notre côté en coulisses, mais sur la plateforme Max qui est sortie juste avant les Jeux Olympiques, on a un peu la même chose si vous voulez. En fait, on a cette capacité à avoir à la fois de la VOD, revoir aussi bien du sport que des films ou des séries, mais également regarder des chaînes linéaires sur ces plateformes. Donc aujourd'hui, on est vraiment... on a encore certains gaps, je dis pas le contraire, mais on tend à unifier. Et du coup, ça permet aussi d'améliorer la qualité sur le digital et d'être un petit peu plus rentable sur la partie linéaire. Ok. Si on parle un peu d'économie aussi, Frédéric, c'est quoi aujourd'hui les défis financiers qu'il peut y avoir liés à la modernisation des infrastructures? Il faut de l'argent. En ce moment, ça a l'air de manquer un peu quand même. Oui, on a pu faire ces dernières années un certain nombre d'investissements majeurs en termes de technologie pour moderniser nos infrastructures. On voit que, évidemment, en étant un acteur public financé par une part importante par la puissance publique, on va probablement se retrouver comme les autres acteurs publics dans des difficultés pour boucler nos budgets. Je crois qu'on va devoir se poser quand même de plus en plus la question de savoir si la technologie peut augmenter notre productivité, qui n'est pas toujours une question extrêmement populaire. Et je crois que ça va être un défi sur lequel il va falloir qu'on se penche, puisque notre avenir peut-être en dépendra un peu. Moi, je voulais intervenir, puisqu'on est sur un salon avec pas mal de fournisseurs, c'est que le modèle financier des fournisseurs
a complètement changé. Avant, on était à ce qu'on appelle un modèle en CAPEX, en investissement, et on est passé vraiment d'un modèle en OPEX, d'un marché de fourniture à un marché de services, et que donc, quelque part, ça, c'est les budgets des technologies augmentent de plus en plus, que ce soit au niveau des contrats de support, au niveau des licences. Et il faut savoir aussi que souvent, le budget OPEX d'une entreprise média est plus utilisé à acheter des droits et à produire, à faire du contenu, et qu'on doit négocier avec nos partenaires et nos collègues au niveau du comité de direction, justement pour avoir encore cette capacité budgétaire en OPEX pour maintenir nos contrats de support. Et comme dit Freddy, il faut de l'argent, et donc il faut renégocier ces contrats, les optimiser, et voilà, de voir comment on peut en tout cas diminuer nos coûts. Et je rejoins, c'est que la technologie a une valeur ajoutée, parce que si derrière chaque projet technologique, il y a un business case, c'est un retour sur investissement pour le business, et c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, donc on a une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise aussi. Mathias, par rapport à l'économie. Alors, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup qu'il y ait toujours un retour sur investissement quand on dépense de l'argent dans la technologie, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Alors évidemment, c'est l'objectif, mais dans beaucoup de cas, les améliorations de productivité, elles sont derrière nous. C'est-à-dire que ces 10, 15, 20 dernières années, on a beaucoup investi dans des projets qui permettaient d'augmenter la productivité, de diminuer le nombre de personnes dans une régie, par exemple. Avant, on était 20 dans une régie de production. Maintenant, on n'est plus que 5. Voilà, maintenant, ça devient compliqué de justifier des projets d'investissement uniquement par l'augmentation de la productivité. Je vous donne un exemple très simple. Quand on remplace une caméra dans un studio qui était là depuis 15 ans et qui était amorti donc depuis 10 ans, en fait, c'est pas qu'on va gagner de l'argent, c'est qu'on va en dépenser plus, parce qu'on va reprendre une nouvelle charge d'amortissement qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est effectivement le changement vers un modèle OPEX et des coûts beaucoup plus importants parce que sans fin, c'est-à-dire sans période d'amortissement finie. Et donc sur la durée, on a des coûts qui sont beaucoup plus lourds. Donc l'équation n'est pas simple, hein. Quand il s'agit de justifier un budget d'investissement face à une direction financière, on est quand même de plus en plus challengé, je trouve, par rapport à des ROI qui sont moins évidents. Alors effectivement, l'intelligence artificielle peut venir un petit peu au secours de tout ça et apporter un espoir de gain de productivité dans une certaine mesure, mais là encore, c'est pas très évident à chiffrer. Parce que l'intelligence artificielle, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pas pour remplacer des humains par des machines, c'est plutôt pour gagner peut-être 10% du temps de travail de quelqu'un, 15% d'une autre. Mais comment ça se traduit réellement en économie sur la masse salariale, sur l'intermittence, etc., c'est encore à démontrer. Très bien. On va prendre quelques questions dans la salle, si il y en a. Ouais, bonjour, je m'appelle François. Ma question est simple. Vous avez des gros moyens de votre expérience, de ce que vous êtes en train de vivre, de cette transformation. Qu'est-ce qui peut s'appliquer à des plus petites structures ? Oui, les bonnes pratiques, et en tout cas, voilà, moi je suis certain que ça peut s'adapter à des plus petites structures. Il suffit de dimensionner autrement, mais en tout cas, les bonnes pratiques, les choix technologiques, que ce soit le 2110, que ce soit aujourd'hui, quand on voit quand même tout ce qui est le matériel que j'appelle encore broadcast, les caméras et tout ça, ça s'est très fort démocratisé. Il y a derrière, évidemment, le réseau, le stockage, la bande passante, mais pour moi, évidemment, en dimensionnant autrement, le marché aujourd'hui et les outils qu'on trouve sur le marché permettent en tout cas de s'adapter à des plus petites structures. Moi, si je peux me permettre, du coup, il y a la partie cloud qui peut être très vite avoir un coût très important. Et je pense que c'est important au moment où on décide de passer dans le cloud sur certaines parties de son infrastructure, d'évaluer les coûts et de savoir est-ce que le besoin il est avant tout de faire des économies, ou est-ce que le besoin il est de pouvoir s'étendre plus rapidement, de pouvoir s'étendre dans le futur. Et je pense que là, il peut y avoir très vite une limite où les coûts du cloud peuvent être très importants et peuvent
dépasser vraiment ce qu'on pouvait avoir prévu au début de l'année. Et donc, sur une petite infrastructure, peut-être la maîtrise des coûts peut être un peu plus compliquée et plus risquée sur une petite infrastructure. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend. J'aime cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour réagir à cette question, mais je crois quand même que ce qui s'est passé sur les 10-15 dernières années, c'est quand même, au contraire, j'allais dire, la capacité aux petites entreprises d'accéder à des moyens de fabrication audiovisuelle qui, dans le temps, étaient réservés aux gros, c'est-à-dire à nous. Mais maintenant, effectivement, et on en voit partout, il n'y a qu'à voir même de ce que font le grand public ou les youtubeurs. Il y a au contraire une appropriation de la capacité à faire de l'audiovisuel bien supérieure pour des budgets plus petits. Ouais, juste pour un mot, c'est que nous, je pense que l'optimisation financière qu'on a pu faire à M6, c'est de jouer sur la mutualisation des moyens. C'est-à-dire qu'en régie finale, j'ai 20 chaînes de diffusion, 20 chaînes en diffusion, plus une dizaine de fast, qui me permettent d'atteindre une sorte de volume critique qui est intéressant parce que avec ce nombre de chaînes, on a une équipe qui est de taille raisonnable, on a une exploitation qui est aussi de taille raisonnable. Si j'avais qu'une seule chaîne à diffuser, je pense que je raisonnerais différemment. Parce qu'avec une seule chaîne à diffuser, il faut, si je devais déployer des moyens propres pour diffuser cette chaîne, j'aurais besoin d'équipes de support, d'exploitation, non mutualisées donc, et donc un coût proportionnellement largement supérieur. Donc voilà, c'est sans cette capacité à faire du volume, Éditeur de chaîne, quoi. c'est compliqué de faire de l'optimisation financière. Et dernière petite question, quels seront les enjeux de l'année 2025 pour chacun d'entre vous? Notre enjeu, alors c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs, mais si je dois en citer qu'un, c'est celui que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire que c'est un grand changement pour nous que d'avoir pris ces data centers externes et d'aller migrer non seulement les infrastructures de Paris, mais de tout l'Hexagone, qui vont petit à petit migrer vers ce data center qui devient unique. Grâce à la technologie IP2110, on n'aurait pas pu le faire avant. Et donc, je crois que c'est un des enjeux majeurs de l'année qui vient, oui. Pour nous, on a deux objectifs, je dirais. Un JO d'été veut dire un JO d'hiver très proche. Donc, on est déjà sur la réflexion des prochains Jeux Olympiques début 2026 à Milan. Et point de vue infrastructure, aujourd'hui, on a pu voir qu'effectivement, Paris, on était sur une stabilité. On va retravailler maintenant sur optimiser au maximum, essayer de voir comment on peut enlever des pièces et essayer de réduire les coûts par rapport à cette infrastructure qu'on a montée il y a déjà quelques années maintenant, où les technologies étaient relativement nouvelles. Il y a des choses qui ont évolué aujourd'hui, on le sait, et du coup, on travaille aujourd'hui sur retirer quelques parties, retravailler l'optimisation. Et on parlait tout à l'heure de la partie green, on va dire. C'est regarder aussi comment faire des économies par rapport à ça et s'assurer que sur les nouveaux développements, on choisit les bons codes de développement qui vont un peu réduire les coûts au quotidien sur les différents softwares qu'on utilise. Bon, il est connu, mon enjeu, c'est évidemment, nous avons pris possession du nouveau bâtiment, donc c'est assurer durant l'année 2025 l'intégration technologique du bâtiment, le déménagement applicatif, l'intégration du réseau, le data center, pour pouvoir... et l'enjeu, c'est garder le planning, parce que le bâtiment, en termes d'immobilier, a eu du retard, et on demande toujours aux technologies de rattraper le retard du projet précédent. Et je dirais, mon deuxième enjeu, c'est que avec la même équipe qui va être un peu, je veux dire, où on aura un peu de renfort durant cette année 25, c'est de maintenir la continuité de service dans le bâtiment actuel. Et donc, l'antenne ne s'arrête pas, les chaînes ne s'arrêtent pas. Et donc, c'est pouvoir assurer une migration, une intégration technologique et un déménagement sans rupture de service pour nos auditeurs, téléspectateurs et internautes au niveau de la RTBF. Et Mathias? Alors, plusieurs projets, en tout cas en jeu pour 2025. D'abord, l'UHD ou le 1080p HDR, en fonction de ce qui sera défini par notre direction, c'est aller vers de la diffusion de PAD et donc revoir toute la média supply chain. On a beaucoup parlé des lives tout à l'heure.
mais il y a aussi les PAD à diffuser si on veut faire une chaîne continue en HD HDR ou UHD HDR. Préparation de la Coupe du Monde 2026, qui sera aussi un gros projet pour nous et qui va venir assez vite. On a tout un projet de réorganisation de notre média supply chain pour le non linéaire cette fois. Il y a énormément de médias qui ne sont pas concernés par la diffusion linéaire, mais qui sont soit des exclusifs M6+, soit des médias divers et variés pour la communication, les réseaux sociaux, etc., qui sont traités de manière un petit peu artisanale aujourd'hui. Et puis, dernier point, c'est poursuivre les investissements sur M6+, la plateforme de streaming du groupe. Alors, ce n'est pas un objectif qui est... Alors, on n'est pas seul dans ce travail, puisque M6+, c'est développé par une société filiale du groupe qui s'appelle Bedrock, qui développe la plateforme et donc la diffusion. Par contre, on est interconnecté avec cette plateforme dans le sens où c'est nous qui fournissons les données et les médias qui doivent être diffusés sur cette plateforme et toutes les métadonnées aussi concernant cette diffusion. Donc il y a énormément d'investissements qui sont prévus sur cette plateforme dans les 2 années qui viennent et on va accompagner ça le mieux possible. Très bien. Merci à vous pour ce tour d'horizon, cet éclairage sur vos métiers, sur les enjeux pas toujours simples. Mais merci en tout cas pour votre franchise. On peut les applaudir. Merci à vous.